suis un peu comme Stéphane, je suis plutôt un homme de l'ombre d'habitude, donc j'aurais peut-être des hésitations avec de la même façon. Donc je suis géomaticien, ingénieur SIG, data, je fais du support et de la formation sur QGIS, j'anime la communauté interne SIG, je fais partie de l'équipe MSJ, modélisation, spatialisation, gestion intégrée de ressources en eau, c'est un peu long, dans la direction de la recherche et de l'innovation à Antea Group. Voilà. Ça c'est le positionnement d'entreprise. Du côté des réseaux, vous avez peut-être pu me croiser sur GeoRéseau depuis 2006, où je fais partie de l'association, même si je suis pas forcément très actif ces temps-ci. Et sur Twitter, j'ai un petit compte d'infos. Donc, une petite page sur Antea Group pour vous situer. On est un groupe international d'ingénierie. Dans 15 pays, on a 3700 employés, on travaille dans l'environnement, l'infrastructure, l'eau, l'aménagement du territoire. En France, on est dispatché sur à peu près 25 implantations, dont 4 en Outre-mer et 30 bureaux à l'export, 850 collaborateurs, toutes sociétés confondues. Donc ça fait beaucoup de gens fractionnés dans l'ensemble du pays et aussi dans d'autres pays. Pour vous situer la direction dans laquelle je travaille, qui a un objectif un peu particulier, son but c'est de développer les synergies dans la société, pousser l'innovation, accélérer tout ce qui est évolution numérique et spécialiser dans le data management. Donc on va faire de l'ingénierie de projet R&D, on va faire de la modélisation, de la simulation numérique, de la spatialisation, donc là c'est la géomatique, et expertise sectorielle et aide à la décision environnementale. Ça, c'était le contexte. Donc notre de nos visions, en tout cas dans notre projet d'entreprise, va être de transformer tous les consommateurs de données, les producteurs, les ingénieurs qui travaillent régulièrement sur différents projets, en consommateurs responsables, des personnes qui vont à la fois consommer et produire de façon responsable. Donc, parce qu'on est consommateur et producteur, parce qu'on a beaucoup de données en ce moment à digérer, c'est-à-dire il y a beaucoup de sources de données. Il suffit d'aller sur les sites d'open data gouvernementaux pour voir qu'il y a quand même des silos de données assez impressionnants. Et voilà, donc du coup, l'idée c'est de responsabiliser un peu tous nos ingénieurs sur cette donnée, à la fois en entrée et en sortie. Donc on leur apprend, enfin on fait une partie d'apprentissage sur cette donnée, mais on fait aussi de la diffusion d'outils. Donc en l'occurrence, QGIS a été un de nos choix d'outils communs. Donc bon, vous connaissez tous QGIS, donc vous allez vous y reconnaître. C'est un outil qui est multi-usage, plein d'atouts, accessible au plus grand nombre sans limitation, c'est-à-dire que, j'ai envie de dire, un client qui n'a pas le logiciel, on peut lui fournir le logiciel, donc ça ne pose plus de problème, on n'est plus limité par cette question logicielle de version MapInfo 6 ou 7 ou 10 ou 12, etc. On n'a plus ce problème puisque tout le monde peut avoir la dernière version à jour sans problème. L'aspect multilingue est important, puisqu'on a quand même des sociétés à l'étranger. Donc typiquement, nos collègues de Hollande sont aussi massivement équipés de QGIS. Donc l'idée de pouvoir échanger des outils, donc en ayant un socle logiciel commun, c'est quand même très, très pratique. Interopérable, parce qu'on a beaucoup de données entrantes, donc il faut qu'on puisse les absorber, les traiter, les retravailler et effectivement avoir un outil qui peut faire tous ces traitements, est adapté. Voilà. Les applications multimétiers, l'idée de pouvoir se connecter, enfin de pouvoir appliquer le logiciel à des métiers aussi différents que les métiers qui sont dans notre société, avec des gens qui ont des profils très différents, des gens qui sont en cité-sol pollué vont avoir des besoins et des applications très différentes de personnes qui travaillent en eau ou en aménagement du territoire. Donc, il y a encore d'autres avantages. Le fait que ça soit modifiable, pour l'instant, on ne contribue pas encore, on ne contribue pas sur la partie open source.
pourquoi pas un jour financer un développement de quelque chose qui pourra servir notre société. Il y a eu une étude, enfin il y a une réflexion quand même sur l'aspect professionnel de QGIS qui, on va dire, je trouve a passé un cap de maturité suffisant pour être proposé à des salariés dans une société qui doit quand même assurer une certaine stabilité dans sa solution logicielle. Ensuite, il y a la partie communauté qui est très étendue, donc ça fait une assise, en tout cas rassurante pour une utilisation en société. L'idée qu'on aimerait pousser, c'est de pouvoir, on va dire, ouvrir, traiter une donnée spatiale comme on va ouvrir un document Word. Chacun peut avoir son QGIS, ouvrir une donnée spatiale sans se poser de questions, un KML, peu importe ce qu'il récupère, il va pouvoir l'ouvrir, travailler dessus, se poser des questions. La difficulté, c'est qu'on a plusieurs entités dans notre groupe, des sociétés qui sont arrivées par des filiales qui ont été donc achetées. Antea, par exemple, a hérité plutôt de MapInfo, du BRGM. Le groupe IRH a hérité travaillé plutôt sur le logiciel Esri. La filiale Géoïde, plutôt outils, Esri, SIG, enfin plutôt assez vaste sur ces applications. Mais on a aussi des personnes qui ont leurs applicatifs logiciels, leur développement, leurs compétences sur ces différents logiciels. Et on se heurte à des problèmes de fluidité entre les échanges. Les équipes travaillent sous MapInfo avec des projets format Word qui doivent discuter avec une équipe qui est avec du MXD, donc c'est pas très pratique. Donc l'idée, c'est de leur proposer un outil commun pour échanger. Donc, on a un aspect difficile quand on veut faire passer des gens d'une solution propriétaire à une solution libre. C'est déjà, d'une solution à une autre, d'une façon plus générale. C'est cette peur fondamentale de perdre son outil, de perdre ses habitudes, de perdre tout ce qu'ils ont un peu l'habitude de réaliser. Donc c'est assez personnel, les gens et leur outil informatique, c'est quelque chose d'assez fort. Donc il faut les rassurer, montrer qu'on ne perd pas ses compétences, de passer de MapInfo à QGIS, on ne perd pas des choses, on va peut-être plutôt en gagner d'ailleurs, de façon similaire, en passant d'une solution Esri à une solution QGIS, on peut aussi gagner des choses. Donc à nous aussi de leur faire passer ce message. Donc pour réaliser ça, il faut un état des lieux sur différents aspects, parce qu'il y a plusieurs composantes dans une entreprise, surtout un bureau d'études, des aspects financiers, techniques et donc humains, comme je viens de l'évoquer. On a des aspects, donc je vous disais, des solutions logicielles internes. Donc typiquement en TA, on va avoir une solution qui a été développée pour assurer une mise à disposition de données, qui est plutôt basée sur des solutions MapInfo. Donc ça a bien marché, ça a été primé en interne, on a eu beaucoup de succès à l'époque sur cette solution, mais du coup, plus de demandes pour ce logiciel-là, donc du coup, il faut investir. Une licence MapInfo flottante, je crois que c'est 5 000 € à peu près, donc si on rajoute 10, etc., licence, je pense que l'investissement est quand même assez considérable, donc il faut quand même se dire que c'est peut-être aussi un bon investissement de changer de paradigme. On a une solution phare qui permet d'aider à la décision pour des gestions de systèmes d'assainissement, qui est plutôt basée sur des composants de solutions Esri. Du coup, cette société-là est plutôt chez Esri. On est en train de regarder ce qui est possible de porter, peut-être demain sur QGIS. Voilà, donc on réfléchit à toutes ces choses-là et on va voir un petit peu comment on peut inverser les choses. Il faut réaliser que plus on a d'employés sur une solution, plus les nouveaux vont se mettre sur cette solution, plus ils vont demander de licence et on va partir dans une espèce de trou noir vers l'achat de plein de licences. Donc l'idée, c'est d'inverser ce truc-là et de remettre la spirale sur QGIS. Donc on en parlait tout à l'heure, l'aspect financier, c'est important, mais première réaction, oui, la maintenance n'est pas assurée, pas comme chez un éditeur, ce que tu disais tout à l'heure.
effectivement, c'était un des premiers freins. Bon, c'était il y a un petit moment, on a changé de mentalité depuis, mais c'était vraiment on sentait que c'était un frein au niveau de la partie de la direction informatique à l'époque. Donc, le fait de payer un service de maintenance peut être un premier frein quand on veut changer massivement de solution. Comme on disait tout à l'heure, effectivement, il y a des sociétés qui font ça très bien, voire mieux. Donc, il faut trouver d'autres arguments pour éveiller l'intérêt des utilisateurs, parce que c'est eux qui vont aussi pousser ce changement. Donc déjà, nous, en tant que géomaticiens, on doit un petit peu être convaincus de la solution. C'est déjà un premier aspect, puisqu'on est quand même les garants de la solution technique. Donc, QGIS, c'est concurrentiel, c'est plus d'outils, c'est des ISO-fonctionnalités avec les solutions propriétaires, c'est du développement et du scripting facilité, c'est interopérable, ça se connecte, etc. Donc tout ça, c'est des arguments techniques qui marchent bien chez nous. On y gagne plutôt en fonctionnalité, donc c'est plutôt une chose positive d'avoir cette solution. Pour savoir, on est passé d'un tout SRI dans l'équipe à, en gros, on est en production sur QGIS. Donc des outils de changement, on est dans l'humain, donc il faut déjà savoir ce que les gens veulent, ce dont ils ont besoin. Donc on a fait des enquêtes internes, on a sondé les gens, de quoi vous avez besoin, qu'est-ce qui vous bloque, qu'est-ce qui vous ferait gagner du temps, quels outils seraient utiles. On a travaillé sur le mapping des fonctions, qu'est-ce qui se faisait dans MapInfo, comment on le fait dans QGIS. Puis les gens réalisent que finalement, c'est pas si différent que ça, donc avec des écrans côte-côte pour bien voir que c'est juste une question d'interface. On a assuré aussi un support interne, donc plutôt on laisse les gens venir à nous, poser leurs questions, et on essaye d'être réactif sur ce sujet pour ne pas les laisser en rade, entre guillemets. On a mis en place des actions de formation qui sont taillées pour les métiers internes. Comme je disais tout à l'heure, SSP, environnement, on n'a pas les mêmes problématiques. Donc on va cibler sur leurs besoins, et du coup on va les intéresser plus par les fonctionnalités dédiées à leur métier. On a aussi mis en place un portail de ressources avec de l'auto-formation, des tutoriaux, des fichiers de style, des modèles de mise en page, des ressources pour que les gens retrouvent facilement des choses intéressantes. Il y a une touche de contrainte avec le fait d'avoir des licences propriétaires flottantes, donc ça permet de limiter justement un petit peu l'extension de ces licences. Et puis peut-être de les arrêter à un certain stade. Enfin, ce que j'appelle l'évangélisation, c'est développer, rassurer, soutenir les gens de façon bienveillante et créer une communauté de gens, donc des gens qui vont relayer le message, qui vont le passer à d'autres, pour pas qu'on ait des personnes seules devant leur logiciel, parce que devant le logiciel, bon, ça marche pas, j'arrive pas à trouver les outils, je laisse tomber, je repars sur mon outil d'origine. Et plus on a de personnes sur ce logiciel, plus ils sont enthousiastes, plus ça marche, et on arrive à vaincre les poches de résistance, les personnes qui sont très réfractaires, de peur justement de perdre leurs outils. Donc les solutions, avoir des contacts, des personnes référentes, prouver l'utilité du logiciel, puisqu'on l'utilise donc en production, c'est-à-dire qu'on génère tous les projets, on fait les choses sur QGIS, donc on peut montrer aux gens que c'est quelque chose qui marche, c'est pas juste une solution qu'on leur impose. On identifie des contacts, des personnes qui peuvent relayer le message, qui peuvent former en local, qui peuvent dépanner un collègue qui est dans l'embarras. On encourage aussi les gens à témoigner, à dire bah oui, ça marche bien, comme ça on n'est pas les seuls à s'exprimer. C'est quand même toujours mieux quand on a quelqu'un qu'on connaît qui nous dit bah si, et je t'assure ça marche bien. Donc on en a de plus en plus, donc ça fait plaisir. Et donc jamais laisser les débutants sur le carreau. Donc aujourd'hui, ça fonctionne, c'est-à-dire qu'on sent la spirale s'enclencher, on a des gens qui sont intéressés, on a des équipes qui sont intéressées. Avant, on avait quelques personnes, maintenant on a carrément des équipes complètes qui disent « bon, mais nous, on veut être formés ensemble sur
sur QGIS, sur notre thématique. On veut des formations sur comment on fait un bassin versant, des choses qui sont vraiment appliquées à leur métier. Donc à nous de tailler ces formations pour eux. Donc on avait 12 personnes l'année dernière, enfin cette année, pardon. Et l'année prochaine, on a des équipes d'une dizaine de personnes, fois plusieurs, enfin je crois qu'on a 30 personnes au moins qui sont intéressées. Et ça augmente, c'est régulier, j'ai souvent des mails, tiens, quand est la prochaine formation? Donc c'est plutôt encourageant. Et là, on a un deuxième problème, c'est les géomaticiens eux-mêmes, qui peuvent être des freins à ce passage. Pourquoi? Parce que je suis géomaticien dans un service de 20 personnes, enfin c'est un exemple, et tout d'un coup, tout le monde est équipé QGIS, tout le monde fait ses cartes, alors qu'avant, je faisais mes cartes. Donc là, ça grince un peu. Il y a des gens qui ont un problème à passer ce cap parce qu'ils ont peur de perdre leur emploi, ce qui est logique. Donc déjà, tout le monde n'aime pas faire des cartes, donc déjà c'est rassurant. On est quand même toujours là pour les relayer. Mais c'est un métier, je pense. Là, c'est un petit peu une ouverture sur le métier de géomaticien, comme il va, je pense, évoluer. On n'est plus l'exécutant, le dessinateur du coin, on est plus, on va gérer les données, on va s'équiper des outils, des data scientists, on va aller vers d'autres compétences qu'on n'a pas forcément, qui n'étaient pas forcément développées avant. On va être garant des normes, des géostandards Covadis, on va être garant de la façon de créer les couches, etc. On va former les utilisateurs, on va les accompagner, on va pousser des couches sur des serveurs, on va travailler avec des nouveaux formats, ce que j'appelle nouveaux formats, NetCDF, on va passer sur PostGIS, on va connecter QGIS avec R, avec Saga, avec les Orfeo Toolbox, avec d'autres providers, dont R, donc très bien d'avoir réactivé R. Pour proposer encore davantage d'outils, encore plus taillés pour les équipes. On va assurer cette veille technologique et puis on va surtout créer de la valeur ajoutée, c'est-à-dire qu'en étant dégagé des parties un peu basiques, la cartographie basique, on va peut-être se concentrer sur des trucs plus poussés. Donc on va pousser de la valeur ajoutée dans la société. Bon, c'est une petite slide, j'ai pas regardé le temps, je ne dois pas être trop mal. J'ai repris un petit peu ce que j'ai dit dans cette slide, on pourra en parler plus en détail, puisque c'est quand même c'est une zone grise, mais qui est un peu difficile à cerner, le fait de passer des gens d'une solution à l'autre. Donc ils ont un outil en commun, ils s'échangent des fichiers projets, ils font évoluer leurs pratiques, parce que du coup, en utilisant QGIS eux-mêmes, ils réalisent que on ne peut plus avoir des cellules fusionnées dans Excel, typiquement. On ne peut pas mettre des noms de champs à rallonge avec des parenthèses. Ils comprennent plus, on va dire, plus ces aspects qui sont normalement un petit peu les nôtres d'habitude. On est plutôt habitué à nettoyer les données. Donc là, finalement, on a des gens qui vont mieux préparer leurs données, mieux les produire. Du coup, ça va faire gagner du temps à tout le monde, puisque on va avoir directement des données plus propres dans le flux de travail. On va, nous, en tant que géomaticiens, on va effectivement avoir des choses qu'on fera moins, mais on fera aussi des choses qu'on fera plus. Donc des nouveaux outils, une expertise plus avancée, on va explorer d'autres domaines. On va produire, donc, ce que je disais tout à l'heure, de la valeur ajoutée et peut-être normaliser aussi les processus. Parce qu'à force d'avoir des gens qui commencent à manier les outils, on peut commencer à leur dire, tiens, tu vas prendre telle mise en page, tu vas pouvoir utiliser tel outil. Du coup, l'équipe va utiliser le même outil. Du coup, on va aussi avoir des façons de réaliser des traitements qui sont similaires, parce qu'entre une personne à Lille ou une personne à Reims, on peut avoir des différences sur la façon de fonctionner dans certaines thématiques. Enfin, sur l'entreprise qui gagne sur le plan financier, parce que mine de rien, on n'a plus les licences, donc c'est quand même, c'est pas négligeable. On va pouvoir se consacrer plus à de la formation, à de la capitalisation, on va pérenniser les outils, au lieu un petit peu de toujours essayer de rattraper le fil des évolutions, ce que j'appelle l'obsolescence des licences propriétaires, pour un petit peu aller sur quelque chose de plus efficace. Le titre de ma présentation, pour terminer,
se base sur une étude qui a été faite par feu Frédéric Lab, qui était qui a eu son diplôme d'ingénieur CNAM, qui a justement décrit ce processus de passer d'une suite bureautique Office à une suite OpenOffice. Et il a, on va dire, brossé tous les aspects, un peu comme je l'ai fait, mais en beaucoup plus détaillé évidemment, tous les aspects de cette transition de passer tout un hôpital vers une solution libre. Donc c'est extrêmement intéressant. Et voilà, je voulais juste le citer. Voilà. Merci, bravo. C'est pas mal.